Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer du coup ce webinaire sur la RAM. On va du coup vous présenter hop, avec du coup François et moi-même. Donc François, je te laisse introduire. Oui, bonjour. Donc François Sertour, je suis un des cofondateurs de Fracis et je vais vous présenter rapidement qui est Fracis en rentrant dans le vif du sujet pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et pour ma part, Tristan Moutin, du coup, agent d'application maintenant depuis 2 ans chez 4FEM Europe, qu'on est basé à Lyon. Donc ce webinaire, en fait, il est arrivé parce que au support, beaucoup de clients en fait, se posent des questions sur, par exemple, à quoi correspondent leurs 4 CPU. Comment est-ce qu'on fait pour paramétrer la RAM? Comment est-ce qu'on fait pour connaître l'utilisation réelle de la RAM? Les configurations du solver. Pourquoi est-ce que j'ai une taille de RAM qui est grande, mais pourquoi est-ce que mon logiciel n'utilise pas toute la RAM disponible? Pourquoi est-ce qu'il utilise que la moitié? Qu'est-ce que c'est que l'out of core et pourquoi est-ce qu'il passe en out of core? Et aussi des configurations et également se poser les bonnes questions. Si je veux acheter une nouvelle machine ou autre, quels sont les CPU ou la RAM qui est la plus adaptée à mon modèle? Donc, on va faire donc 6 grandes parties dans ce webinaire-là. Donc la présentation, après on va définir ce que c'est qu'une RAM, on va voir du coup ensuite comment la distribution est réalisée pour réaliser donc un calcul, les différents solvers et les non-linéarités, ce que c'est du coup l'explication entre le in-core et l'out of core, et ensuite des recommandations pour aller plus loin. Donc du coup, 4FEM qui nous sommes, donc on est le revendeur principal d'Ansys en Europe, depuis 1985, on est distributeur principal. On peut vous aider du coup dans l'accompagnement de projets techniques ou autres en lien du coup avec Ansys, et on peut également vous aider à travers différentes choses, soit le support ou bien des formations. Alors Fracis, donc c'est une société française, c'est le nom de la société et le nom de la marque, une marque protégée déposée. Nous fabriquons et concevons des solutions qui ont pour toute vocation d'améliorer vos temps de traitement. Ça va de la CAO jusque passant par la CFAO, la simulation, l'IA, la réalité virtuelle, les scans 3D, le traitement massif de données, enfin tous les sujets sur lesquels améliorer les temps d'exécution a du sens pour les clients. Et on a donc un catalogue de produits qui est disponible sur notre site web. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On en reparlera en fonction de vos besoins et éventuellement des projets spécifiques. Pour arriver à diminuer ces temps, on a des particularités, contrairement à nos concurrents HP, Dell, les nouveaux, c'est qu'on a développé à la fois des BIOS qui sont non standard, ce qui est l'opposition du coup de toutes les autres types de machines que vous pouvez trouver sur le marché, et avec des spécificités matérielles, puisqu'on a des refroidisseurs très particuliers, que ce soit au niveau du processeur ou au niveau de la carte mère, voire des barrettes mémoire, qui est le sujet d'aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas à nous consulter sur ces sujets divers. Quelques témoignages, vous en retrouverez sur notre site toujours, qui tous vont démontrer les gains de temps qui ont pu être apportés par les machines que nous concevons. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la RAM. On avait fait des sujets préalables que vous retrouverez sur les sites de 4FEM et le nôtre sur la partie matérielle au sens large, avec notamment un axe CPU, un axe GPU et maintenant, du coup, l'axe mémoire vive, donc la RAM. Alors, la RAM, qu'est-ce que c'est? La RAM, ce sont des composants électroniques qui permettent au processeur de travailler en ligne directe sur un espace de stockage qui est un espace de stockage à accès extrêmement rapide. Alors, rapide pourquoi? Parce que contrairement à d'autres périphériques qui nécessitent des drivers pour accéder à ces composants, c'est le cas par exemple du GPU, la RAM est accédée directement à travers des canaux dédiés du processeur, donc vers ces espaces de stockage temporaires et volatiles, sur lesquels du coup les données ne perdurent pas, mais servent juste à l'exécution et au calcul des éléments sollicités par les logiciels à travers le processeur. La RAM, on dit que c'est le dernier espace de stockage rapide avant les stockages plus lents que sont notamment le disque dur. Et quand du coup un processeur travaille, il va travailler sur de la mémoire de cache directement au sein du processeur. Donc on a le cache qu'on appelle de niveau L1, le cache de niveau L2, un cache de niveau L3 que vous y représentez là qui est mutualisé sur l'ensemble des cœurs. Et puis, vous avez ensuite du coup l'accès à la mémoire RAM dont on vient de parler. Et quand la mémoire RAM est saturée, c'est-à-dire que vous n'en disposez pas assez, on va revenir largement dessus avec Tristan tout à l'heure, dans ce cas-là, la machine va se servir de ce manque de mémoire
en le compensant en fait par des accès sur le disque dur, c'est ce qu'on appelle le swap memory, et elle va créer des fichiers physiques sur du disque dur à travers la connectique donc du disque dur, donc ça veut dire eh bien, à travers des connectiques plus lentes et donc des échanges plus lents, et pour compenser ce manque de mémoire vive et arriver quand même à délivrer un résultat, mais du coup avec des temps qui vont être extrêmement mauvais par rapport à un traitement 100% en mémoire vive. Voilà. Ça, c'est pour ce qu'est la RAM. Ensuite, sur la caractérisation de cette RAM. Alors, pour que vous vous y retrouviez dans les différents types de mémoire que l'on peut trouver pour équiper ces ordinateurs ou serveurs, vous avez d'abord la génération de la RAM. La génération, on parle de DDR1, 2, 3, 4. Aujourd'hui, on en va jusqu'à la DDR7 dans les GPU, donc dans les parties graphiques. Sur les parties ordinateurs et serveurs, on est actuellement sur de la DDR4 d'ancienne génération et sur de la DDR5 de nouvelle génération. Ce sont les deux types que l'on rencontre le plus couramment. Donc ça correspond à une information générationnelle de la RAM. Évidemment, plus on monte dans le numéro, plus on est sur de la mémoire rapide et efficace. Le format de cette mémoire, alors là, il va être fonction du type de machine sur lesquelles vous allez pouvoir utiliser ces barrettes. Sur des ordinateurs dits portables, on parle de mémoire SODIMM. Donc c'est de la mémoire qui est fait pour de l'ordinateur portable, mais qui n'est pas du tout adapté, qui n'a pas du tout le même format qu'un ordinateur, on va dire, plus adapté au calcul, à la simulation notamment, dont on va parler là. Quand on est sur des ordinateurs de type bureautique ou de type serveur, on va travailler avec de la mémoire alors, qui peut être UDIMM, ça veut dire qu'elle n'est pas registered, elle est unregistered. C'est de la mémoire qui est faite pour des entrées-sorties en son sein qui sont qu'on dit modérées, c'est-à-dire c'est des volumes moins importants que ce que l'on peut adresser avec de la mémoire dont on parle juste après, qui est la RDIMM, Registered Memory, qui est donc de la mémoire faite pour traiter des volumes importants de données en entrée-sortie. Et il y a une nouvelle technologie qui est en train d'apparaître et d'émerger de plus en plus, qui n'est pas encore validée sur l'ensemble des plateformes, donc qui va arriver probablement plus fortement fin 2026, qui s'appelle la QDIMM, qui embarque en fait un gestionnaire de pilote d'horloge pour permettre de passer une limite de fréquence aujourd'hui qui est autour de 6 giga 4. Et donc là, ce sont des mémoires qui seront extrêmement intéressantes, mais qui sont encore très très peu répandues et donc très peu utilisées ou proposées. Donc on a vu la génération, on a vu le type de format en fonction du type de machine que vous utilisez, et ensuite vous avez la capacité évidemment qui est un élément important que vous connaissez beaucoup mieux en général. La capacité, eh bien c'est la taille tout simplement de la mémoire que vous allez pouvoir utiliser dans votre machine, et en fait elle est rendue plus ou moins importante en fonction de ce qu'on appelle les DRAM. Ce sont des petits blocs que vous voyez là sur la représentation du PowerPoint, c'est des petits blocs noirs qui correspondent à des espaces de stockage de la mémoire et qui constituent, agrégés ensemble, la totalité de la capacité de votre barrette. Autre élément important sur ces barrettes, c'est la fréquence évidemment de fonctionnement. Alors cette fréquence, elle est caractérisée en millions de transactions par seconde. On parle de MT qui sont donc la fréquence à laquelle vous allez pouvoir faire fonctionner votre mémoire, et on va y revenir. Elle est rendue possible, plutôt elle est compatible en fonction et déterminée par le processeur et la carte mère. Donc vous ne pouvez pas mettre n'importe quel type de mémoire à n'importe quelle fréquence sur la machine que vous avez retenue. Ça va dépendre de ce qu'elle est capable de supporter au niveau de la carte mère et du processeur. Ensuite, un élément important de la caractérisation de ces barrettes, c'est ce qu'on appelle la latence CAS. Alors, la latence CAS, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que plus vous allez augmenter la fréquence de fonctionnement de votre barrette, et plus vous allez avoir une CAS qui augmente. Et la CAS, c'est le nombre de cycles qui est nécessaire pour que les espaces de stockage de la mémoire, donc les DRAM, produisent les données qui sont attendues par le CPU. Et on voit clairement dans le petit tableau que je vous ai mis là que plus vous allez vers des fréquences élevées, et plus vous avez un nombre de cycles nécessaires pour récupérer les données qui est important. Il y a une relation directe entre les deux.
Dernier élément pour caractériser la mémoire, c'est un complément à tout ce que je viens d'indiquer, c'est votre mémoire est-elle ou n'est-elle pas dite ECC. ECC, c'est quoi? C'est une spécification particulière de mémoire qui embarque une technologie qui permet de détecter et de corriger les erreurs les plus courantes de corruption interne des données. Quand vous êtes sur des barrettes de type registered, elles sont ECC. Quand vous êtes sur des barrettes UDIM, elles peuvent ou ne pas être ECC. Et ça va déterminer le fait qu'elles soient du coup embarquant ou non ces technologies-là. Vous pouvez avoir cependant des UDIM de très bonne qualité qui vont avoir une fiabilité tout à fait remarquable et qui n'ont pas forcément nécessité à être équipés de mémoire ECC. Donc c'est un complément, ça n'est pas une obligation, et ce n'est pas parce qu'elle n'est pas ECC que la mémoire est de mauvaise qualité ou qu'elle va délivrer des retours de calcul erronés. Voilà. Donc ça, c'était pour caractériser la mémoire, et ensuite il y a la manière dont on va pouvoir utiliser et peupler cette mémoire au sein de l'ordinateur que vous avez retenu, que ce soit une station ou un serveur, peu importe. Et donc, les barrettes vont pouvoir être mises en nombre et en rangement dans les emplacements, ce qu'on appelle les canaux prévus à cet effet, de manière différente en fonction de l'ordinateur que vous allez retenir. Alors, je m'explique. Un processeur, on l'a vu, adresse les barrettes mémoire sur des canaux dédiés de communication. C'était un des premiers slides que je vous ai montré tout à l'heure. Sur ces possibilités, donc chaque canal représente un adressage direct du processeur vers la mémoire, et plus vous avez de canaux, ça signifie que plus vous allez avoir d'adressage direct dédié, et donc plus la bande passante disponible pour adresser la quantité de mémoire dont vous disposez va être importante. Et ça a un sens quand vous faites des calculs extrêmement parallélisés, que vous utilisez énormément de parallélisation, et bien le fait d'avoir une bande passante importante, en complément d'un volume de stockage mémoire important, et bien va permettre d'améliorer significativement ou pas vos calculs en fonction de ce que vous allez demander et de la manière dont vous allez le solliciter. Aujourd'hui, les ordinateurs portables sont en général en un canal, donc les SODIMM, vous êtes en un canal mémoire, parfois deux. Quand on passe sur des stations de type bureautique, on est en général en 2 canaux mémoire. Et puis quand on va chercher des machines pour faire du calcul, on va être en 4, en 8 ou en 12 canaux mémoire, classiquement. Et ensuite, sur ces canaux mémoire, vous avez la possibilité de faire du 1 DPC ou du 2 DPC. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si votre processeur et votre carte mère sont prévus pour recevoir et gérer par exemple 4 canaux mémoire, vous pouvez pour autant avoir 8 emplacements. Ou si c'est 2 canaux mémoire, vous pouvez avoir 4 emplacements dans votre ordinateur. Si vous peuplez les 2 emplacements qu'on appelle les 2 premiers canaux avec chacun une barrette mémoire, vous êtes en 1 DPC. Si vous peuplez sur un bicanal les 4 emplacements disponibles, vous êtes en 2 DPC. Ça veut dire que vous avez chaque canal qui contient 2 barrettes. Et la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, quand vous mettez 2 barrettes, elles fonctionnent moins vite que quand vous mettez une barrette, bien que la fréquence et les caractéristiques des barrettes dont je parle sont strictement les mêmes. C'est imposé par le fonctionnement et l'architecture des ordinateurs aujourd'hui. C'est ce qui est représenté là quand on vous dit, bien aujourd'hui, vous avez par exemple des barrettes à 5006, vous en mettez 2, et bien vous vous retrouvez à 4004 sur les 2 DPC. Voilà. Et donc, ça laisse à penser que il est parfois préférable de mettre une plus grosse barrette, par exemple une barrette de 32, c'est parfois plus intéressant que 2 barrettes de 16 sur un même canal. Considération directe sur la partie HPC, la simulation. Une des questions qu'on peut se poser, c'est de se dire, on va y revenir avec Tristan, mais dans les tests qu'il a réalisés, c'est si j'augmente la fréquence de mes barrettes, la fréquence de fonctionnement de mon ordinateur au niveau mémoire, est-ce que je ne vais pas du coup diminuer mes temps d'exécution parce que je vais aller plus vite? Et en fait, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est une des raisons importantes à bien prendre en compte, c'est que quand vous augmentez la fréquence, vous augmentez le nombre de cycles, donc la latence, pour arriver à cette fréquence. Et donc,
vous avez une relation qui est directement proportionnelle l'un par rapport à l'autre, et donc il n'est pas forcément intéressant d'aller augmenter la fréquence, puisque vous augmentez la latence et que, de fait, vous allez avoir des temps qui ne sont pas forcément en amélioration. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, vous avez un deuxième point, c'est que ce n'est pas parce que vous achetez des barrettes, je dis n'importe quoi, qui peuvent fonctionner à 6 Go 4, que votre ordinateur va accepter de les faire tourner à 6 Go 4. Et peut-être est-il fait pour fonctionner à 4 Go 8. C'est exactement l'exemple que vous avez là. Dans les deux processeurs différents, un Intel, un AMD, où il vous est marqué que la mémoire ne peut pas fonctionner à plus de 4 Go 8 dans la partie matérielle. Et on voit là que dans le cas d'Intel, vous étiez en 8 canaux, dans le cas d'AMD en 12 canaux, qu'on était en DDR5, enfin voilà, vous avez un certain nombre d'informations, y compris la taille de mémoire maximum qui est capable de prendre en charge votre matériel. Donc ça, ce sont des informations techniques qui sont données dans les fiches constructeurs de la machine. Un dernier point important sur la partie mémoire, c'est que, et ça se comprend facilement, on voit bien que sur une barrette, plus vous allez augmenter sa capacité et plus vous allez avoir une concentration d'électronique importante sur un espace qui est très limité du coup dans la machine. Et en plus, vous allez agréger des barrettes les unes à côté des autres, donc la consommation énergétique et la dissipation de chaleur que vont générer ces barrettes les unes par rapport aux autres vont faire que vous risquez d'atteindre assez rapidement ce qu'on appelle du throttle down, c'est-à-dire une protection électronique de la machine, et notamment là de l'électronique mémoire, pour éviter de détruire les composants électroniques de stockage. Et donc, aujourd'hui, quand vous avez des travaux intensif sur la mémoire sur une machine, la protection va se mettre en place dès 85 degrés. Et 85 degrés, ça peut paraître beaucoup, mais au sein d'une machine à l'intérieur, donc en proximité des barrettes, on atteint assez rapidement ces températures, d'autant plus que vous avez des barrettes de forte capacité et avec un volume global important. Et aujourd'hui, les barrettes ne sont pas avec des dissipateurs actifs, c'est-à-dire des systèmes de refroidissement qui vont ventiler et extraire à la surface de contact de l'électronique la chaleur pour leur permettre de réguler cette température en deçà de 85. Donc, dans les spécificités que vous allez retrouver notamment dans nos machines, vous l'avez à l'écran là, on a développé toute une gamme de refroidisseurs pour les usages intensifs mémoire qui permettent du coup de ne pas avoir ces effets de bord. Alors votre machine, si vous faites du throttle down, elle va forcément vous délivrer le résultat, mais par contre elle va le délivrer dans un temps qui va être extrêmement dégradé parce qu'elle est en protection thermique. Donc du coup, c'est la question. Toutes ces informations-là, comment est-ce qu'on peut les mettre en place et comment est-ce qu'on peut en fait voir tout ça dans notre calcul? Est-ce que tu peux un peu m'expliquer comment est-ce que déjà on peut avoir ces informations-là directement sur mon ordinateur? Parce que là, effectivement, je vois bien que sur mes sites internet, je peux avoir du coup les informations liées à ma carte mère. Comment ça se passe dans mon ordinateur? Alors, aujourd'hui, je vous ai présenté l'ensemble, on va dire, des caractéristiques mémoire, comment ça se peut, ce qu'il faut respecter, respecter les canaux, faire attention du coup à avoir les caractéristiques de mémoire supportées par le processeur et la carte mère. Mais une fois que tout ça s'est installé, que vous avez votre machine et que votre OS a démarré, eh bien, si vous avez besoin de trouver et de vérifier ces informations, il faut savoir où les chercher. Donc la solution la plus simple, plutôt que d'aller chercher les documents d'achat de l'époque éventuelle, c'est d'aller dans le gestionnaire de ressources de la machine, le gestionnaire des tâches, donc bouton droit de votre souris sur la barre en bas de votre manager Windows, si vous êtes en Windows, et vous allez avoir le gestionnaire des tâches, ou le task manager en anglais, et qui va vous permettre, comme affiché à l'écran, de retrouver les indications de performance, de fonctionnement de votre machine. Et dans ces indicateurs de performance, vous allez retrouver l'usage CPU, l'usage GPU, l'usage du disque, et, alors évidemment, la partie réseau et la partie mémoire qui nous intéresse là. Et donc, dans cette partie mémoire, là, dans le cas qui est représenté ici, on voit que la machine dispose d'un total de 64 Go, donc c'est ce qui est en haut à droite. Donc ça, c'est la mémoire totale physique disponible dans votre machine. Et ensuite, vous allez avoir des informations en dessous qui vont vous donner ce qui est utilisé aujourd'hui dans la situation où vous faites cette prise d'information. Donc aujourd'hui, on voit ces 15 gigas. On voit que du coup, la différence, c'est ce qui reste disponible.
Et puis, vous allez retrouver éventuellement s'il y a ce qu'on appelle de la mémoire virtuelle. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de swap memory. Eh bien, c'est ça. La mémoire virtuelle, c'est le swap memory. C'est la capacité, à un moment donné, de dépasser la mémoire dont je dispose, donc 64 gigas, d'aller au-delà parce que les logiciels en ont besoin et que je n'en dispose pas physiquement, et de compenser ça par des écritures disques avec toutes les dégradations, par contre, de performance que cela engendre, avec une augmentation des temps de latence d'accès en entrée-sortie du disque. Ok. Du coup, comment ça je pourrais voir un petit peu ma latence sur mon ordinateur, qu'est-ce que je pourrais mettre en place Voilà, et vous avez, alors ça c'était dans le gestionnaire des tâches que l'on a dans l'outil Windows directement, qu'on soit en 10 ou en 11, on a ces informations-là. Ensuite, vous pouvez installer un petit outil gratuit qui s'appelle HW Info, mais qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet, qui permet d'avoir des informations plus détaillées et plus approfondies sur ce dont dispose réellement la machine. Et là, on va retrouver des informations dont je vous ai parlé tout à l'heure, où vous allez pouvoir retrouver du coup vos CAS, donc les temps de latence. Et puis là, bon, vous avez une petite explication de comment on peut calculer les choses en fonction des informations que vous remonte l'HW Info. Donc ça permet d'aller un peu plus loin dans la compréhension de ce dont vous disposez sur votre machine réellement. Ok. Et ensuite, On rentre dans le vif du sujet sur les utilisations. Je te laisse la parole, Tristan. Exactement, regardez maintenant un peu ce qui se passe pour Mechanical. Donc déjà, la première question, c'est quand moi je regarde mon Mechanical, je vais voir tout en haut à gauche la partie donc Home, et je vais voir donc différentes choses. Je vais voir donc tout simplement la partie Distributed, et je vais voir aussi donc la partie juste ici avec des cœurs. À quoi ça correspond? Ça correspond du coup à ce qu'on appelle la parallélisation, la distribution en fait qu'on va faire entre différents domaines. Et on va du coup pouvoir choisir le shared memory parallèle, distributed memory parallèle ou le hybride. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'en fait, si je prends donc par exemple deux petits blocs, je vais avoir donc en fait, si je choisis désactiver le distribué, je vais avoir en fait un seul domaine. Et sur ce domaine, je vais utiliser donc du coup 4 cœurs. Si je suis en distributed memory parallèle, que j'appuie sur distribuer, je vais décomposer en fait ce modèle en autant de domaines que j'ai de cœurs inscrits, c'est-à-dire que je vais avoir 4 domaines, et sur ces 4 domaines, je vais avoir un cœur, 4 fois 1 pour avoir le 4. Ou bien sinon, je pourrais faire de l'hybride, c'est-à-dire aller dans mes réglages, aller juste ici sur la petite flèche là, aller dans Computer, avancer, et choisir du coup le nombre de threads par process, c'est-à-dire le nombre de cœurs que je vais avoir par process. Et là, du coup, je vais avoir 2 domaines, et donc comme j'ai 2 domaines, je vais avoir du coup 2 cœurs. Ça, c'est la distribution. On peut le retrouver donc dans le gestionnaire de tâches, je vous ai montré François tout à l'heure. Si on va dans les process, on peut voir donc effectivement que quand je lance un SMP, je vais avoir uniquement un seul process qui va être exécuté, et là-dessus, je vais avoir du coup mes 4 cœurs qui vont travailler. Pour le DMP, la même chose, je vais en avoir 4 du coup. Et pour l'hybride, donc l'intermédiaire, je vais en avoir uniquement 2. Si maintenant je le convertis sous forme de matrice, parce que moi je vais essayer en fait de résoudre les matrices F égale KU, on verra un peu plus tard ce que ça veut dire. Si je prends du coup tout simplement un petit cube avec 16 éléments et 162 nœuds, je vais avoir du coup 28 éléments qui vont être calculés et 1523 degrés de liberté. Je vais avoir en fait en fonction de ces distributions-là des configurations de matrices différentes. Pour le SMP, on va voir que j'ai une matrice qui va être très sparse, creuse, et qui va être très proche de la diagonale. Okay, alors que pour le DMP, je vais avoir donc du coup différentes interactions entre mes différents domaines, et je vais avoir du coup plus d'échanges d'informations, et je vais avoir une distribution de ces différents degrés de liberté un peu plus répartis, un peu dans tout le reste de ma matrice, et donc je vais avoir une sparsité qui est un peu plus faible, et je vais avoir du coup donc tous ces termes comme ici. Et je vais avoir donc une taille aussi de calcul qui va être un peu plus grande quand je suis en DMP. Et pour l'hybride, du coup, j'ai l'intermédiaire entre le SMP et le DMP. Donc, pour ces 3 cas-là, j'ai le même nombre de termes dans l'équation, mais juste une sparsité différente. La sparsité, en fait, du coup, le fait d'avoir une matrice creuse qui est assez diagonale, on va en fait la retrouver sur la taille de RAM en fait, qu'on va utiliser pour résoudre un calcul. Et on peut observer aussi cette sparsité, tout simplement avec certains critères, on verra plus tard où les trouver, tels que le ratio of non-zero in factor, c'est-à-dire l'homogénéité de la matrice, mais également le ratio of allocated memory, c'est-à-dire le déséquilibre mémoire entre les différents domaines. Quand je tends vers 1,
je suis bien. Et quand je tends vers des valeurs qui sont un peu plus faibles ou plus élevées, je suis mauvais. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est la distribution en différents domaines liés au cœur. Et je vais avoir du coup des matrices de raideur qui vont être différentes. Donc là, des recommandations. On va commencer en fait à en mettre quelques-unes, et après on ajoutera quelques nuances un peu plus tard. Pour les modèles qui sont plutôt petits, c'est-à-dire avec une taille de 1 million de nœuds ou inférieure à 5 millions de degrés de liberté, donc les degrés of freedom, on va essayer de choisir plutôt du SMP. Pour les modèles moyens, on va choisir donc du coup du SMP ou du hybride ou du DMP en fonction des cas. Pour les grands modèles, on va avoir tout simplement de l'hybride ou du DMP. Et pour les très grands modèles, on va essayer de travailler du coup avec du DMP. Ce qu'il faut savoir, c'est que la manière dont le solver découpe et distribue la matrice, elle va du coup donc influer sur la charge mémoire et le comportement de la résolution du calcul. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra aussi se poser la question avec le SMP, par exemple, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas du DMP alors quasiment tout le temps en fait? Parce qu'on a des recommandations et des observations qui ont été faites sur les cœurs, c'est-à-dire combien de cœurs, quel type de distribution on va utiliser. Et quand on est sur des valeurs de cœur qui sont assez faibles, on va essayer en fait de jouer sur le SMP, parce qu'on va avoir du coup une performance qui est optimisée, une configuration qui est plus simple. Et pour les nombres de cœurs qui sont un peu plus élevés, on va du coup choisir soit du hybride, soit du DMP. On verra ce que ça veut dire le load balance ratio. Les informations sur les degrés de liberté et un petit peu tout ce qui concerne la RAM, on peut le retrouver aussi dans Mechanical, dans solution information, solution output, solution statistique. Là-dedans, on va retrouver différentes choses. On va retrouver donc tout simplement le temps, donc le elapsed time, le temps qu'il a fallu pour résoudre le calcul, la quantité de RAM disponible sur mon ordinateur et la quantité de RAM que j'ai utilisée au total. On va retrouver aussi les échanges qui ont été faits entre la RAM et le disque pour écrire les fichiers. Et on va aussi retrouver le nombre de nœuds calculés, le nombre d'éléments calculés. Donc ces valeurs-là, elles vont différer un petit peu de ce que vous avez dans Mesh statistique. Et les degrés de liberté. Ça, c'est lié du coup, par exemple, si on ajoute des conditions limites telles que les remote points, on va avoir des nœuds en plus qui vont être créés, donc des degrés de liberté différents, etc. On peut aussi retrouver donc du coup la configuration qu'on va avoir, avec le nombre de cœurs physiques ou virtuels si on a activé l'hyperthreading. On va aussi avoir donc du coup le nombre de cœurs qui ont été utilisés et le nombre de process. Et donc là, par exemple, on a 4 cœurs utilisés, un thread par process, donc du coup on est sur un DMP. Et sur de memory parallèle. On va retrouver aussi les load balance ratio et le temps aussi qu'il a fallu pour combiner les résultats. On va retrouver aussi les informations sur comment était la configuration de notre ordinateur. On peut aussi avoir d'autres types d'informations dans le solve.out, donc qui est retrouvé donc si on va dans static structural Open Solver File Directory, vous avez directement le fichier, ou bien sinon directement dans l'affichage de Mechanical, en allant dans Solution Information, Solution Output, et là on ne prend pas Solver statistique, on met Solver Output. Le load balance ratio, on a vu que c'était un critère pour choisir du coup une configuration de distribution. Et qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'indicateur de performance de décomposition d'un domaine, c'est-à-dire à quel point est-ce que je vais pouvoir bien faire un découpage en différents domaines de mon modèle. C'est un peu pour savoir du coup cet équilibre. On peut le retrouver donc comme on l'a vu dans solution statistique, mais on peut également l'avoir dans le solve.out. On recommande donc de l'avoir à des valeurs qui sont en dessous de 1,5 si on veut faire du DMP. L'autre balance ratio, du coup, mais comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Parce qu'on voit qu'effectivement, ça va être un critère qui est important lorsqu'on fait notre calcul, avec nos différents cœurs, qui dans différents domaines, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de jouer dessus? La première des choses, déjà, c'est affecter un maillage homogène sur l'intégrité du modèle. Pour ça, on s'en rend bien compte, c'est impossible. On ne peut pas avoir un maillage de modèle sur tout notre modèle. Donc, il faut réfléchir à d'autres choses. La première des choses aussi, c'est réduire les zones de contact où les calculs sont plus lourds. C'est-à-dire, on va essayer en fait de jouer sur la géométrie, de réduire nos contacts, nos zones de contact, mettre des empreintes ou des têtes de vis, par exemple, ou autre. Et on peut également aussi jouer sur le type de formulation de contact. Typiquement, on peut passer de l'augmenté de Lagrange au pure penalty lorsque c'est possible, et aussi utiliser le normal Lagrange, sauf si nécessité physique. On peut également aussi utiliser le contact split, qui permet donc du coup de décomposer des zones de contact en différents domaines pour simplifier mon calcul et du coup pour avoir un meilleur équilibrage de mon load balance ratio. Ça, on peut le retrouver en allant dans l'analyse settings de mon calcul et je vais ensuite dans Advanced, Contact Split et je peux le mettre à on. On peut également donc simplifier le modèle
en mettant du coup des partages topologiques au lieu de mettre des contacts bandits. Donc typiquement, le partage topologique, on peut le faire avec Discovery. Ou bien sinon, on peut réduire le nombre de domaines, c'est-à-dire le nombre de process en passant de DMP à hybride. Ça, c'est pour la distribution. Donc on a vu comment est-ce qu'on peut améliorer le demonstration, mais comment est-ce qu'en fait le calcul il se déroule? Parce que j'ai dit effectivement que la matrice de Raider, c'est notre cas, et on va essayer de la résoudre. Qu'est-ce qu'on va essayer de résoudre? On va essayer en fait de résoudre cette équation-là, F égale KU. Et on va en fait avoir un modèle linéaire. Sauf que ce modèle linéaire-là, dans la vraie vie, on n'en est jamais confronté en fait à ce genre de modèle linéaire. On a toujours des non-linéarités. Les non-linéarités, ça peut être des grandes déformations, c'est-à-dire que j'implique un chargement sur ma pièce, et je vois visuellement qu'elle ne revient pas à son état initial, ou qu'elle est vraiment déformée. On peut avoir aussi donc du coup des matériaux non linéaires, des contacts non linéaires, de la radiation ou autre. Donc matériaux non linéaires, ça peut être par exemple du viscoplastique, etc. Et on va en fait avoir notamment la résolution de cette équation-là. Et on va en fait se servir de Newton-Raphson. C'est-à-dire qu'on va avoir donc la force et le déplacement, similaire à ce qu'on aurait donc du coup pour le côté linéaire, sauf que cette fois-ci, on va essayer en fait avoir des locksteps, on va jouer sur des substeps et on va essayer en fait d'avoir des valeurs à chaque fois qui sont proches de la valeur qu'on veut avoir sur nos substeps. Et ça s'appelle du coup, on va faire des itérations. On va faire différentes itérations pour avoir un substep, on va faire différents substeps pour avoir un load step. On va du coup donc comparer donc les forces internes avec les forces extérieures, voir du coup le résidu. Si on a du coup un critère de convergence qui convient effectivement à cette résolution-là pour dire que notre substep est bien convergé, on va mettre ensuite du coup à jour la matrice de Raider tangente, KT, et on va faire ça du coup pour chaque itération. Donc la matrice de Raider, elle vient en fait de l'assemblage aussi des matrices de matériaux, de géométrie et également de chargement. Et après, du coup, on va essayer de résoudre notre équation, et à ce moment-là, KT, qui dépend du coup de notre déplacement, avec le déplacement du coup qu'on veut rajouter pour notre itération, et du coup, notre résidu. Et ça, du coup, c'est ce qu'on va essayer de résoudre avec les solvers directs et itératifs. On va le faire une première fois, une deuxième fois, etc., jusqu'à ce qu'on converge. Et ça, du coup, ce sont des itérations. On ne peut pas, en fait, tout simplement, dans un canon linéaire, faire tout simplement une inverse, puis voilà, ça fonctionne. Ça ne marche pas. Parce que c'est numériquement trop coûteux, instable pour les grandes matrices, et on va aussi avoir des erreurs d'arrondi. Donc, on va essayer, en fait, de décomposer cette équation-là, et on a deux méthodes principales. On va avoir le solver direct et le solver itératif. C'est ce que vous avez quand vous allez dans Analysis Settings, Solver, direct et itératif. Pour le direct, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer en fait notre matrice de Raider KT avec une matrice triangulaire lower, le L, et upper, le U. Et on va faire du coup cette décomposition-là et résoudre ce système-là. Alors, pour le solver itératif, on va en fait décomposer et faire des itérations de notre itération. C'est-à-dire en fait qu'on va essayer de trouver des valeurs adaptées de notre delta U et faire des itérations sur ces itérations-là. Et du coup, on a la décomposition du vecteur déplacement de la forme de ce step en une somme en fait de sous-vecteurs. Ça, du coup, c'est ce qu'on appelle le préconditionnement. Pour le sparse, on va du coup avoir, pour une seule itération, c'est-à-dire pour avoir delta U, on va du coup avoir le calcul élu, et une fois que c'est fait, on a fini. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir très peu d'itérations pour arriver à la première itération, on a très peu d'étapes, et par contre, on va consommer beaucoup de RAM. Parce que du coup, on prend toute la matrice, on fait la résolution du coup du lower et du upper, et on la garde directement. Alors que lorsqu'on travaille sur l'itératif, on va du coup avoir quelque chose de plus complexe. C'est-à-dire qu'on va avoir une initialisation de l'itération de notre itération. On va du coup avoir un résidu qui est propre à cette itération d'itération. On va essayer ensuite d'avoir une matrice de préconditionnement qui va me permettre en fait de mieux conditionner ma matrice KT pour diminuer en fait le nombre d'itérations qui vont être faites. Et une fois qu'on a ça, on va du coup avoir un coefficient de projection qu'on va réimpliquer directement dans notre itération d'itération. On va avoir du coup le résidu de cette itération d'itération à ce moment-là, et on va ensuite essayer de voir si on est convergé. Si on est convergé, cette itération correspond à l'itération, enfin cette itération d'itération correspond à une itération, ou sinon, il faut refaire une boucle de mise à jour, recalculer l'application de la matrice de préconditionnement,
faire un facteur de correction pour corriger du coup la nouvelle valeur quand on va avoir la direction de recherche à ce niveau-là. Et on va du coup la réinjecter pour le coefficient de projection, etc., etc. Et donc, pour l'itératif, on fait des itérations d'itérations. Et du coup, on se rend bien compte qu'effectivement, donc, pour les calculs, ce sont des calculs qui sont plus petits, mais on fait beaucoup plus d'étapes. C'est-à-dire que, pour résumer, on va avoir le direct, on va avoir une seule boucle pour résoudre l'itération, alors que pour l'itératif, on va avoir plusieurs boucles pour une seule itération. On va avoir du coup au global peu d'itérations pour avoir notre substep et beaucoup d'itérations pour résoudre le substep en itératif. Pour le direct, on a une forte consommation en mémoire de RAM. On donne à peu près la valeur de 10 gigas par million de degrés de liberté, varie en fonction des modèles, ça c'est dans l'idée. Et on va avoir du coup une faible consommation de RAM pour l'itératif. Pour un cas simple, on donne à peu près, là aussi, c'est une valeur d'un exemple, on va avoir du coup 1 giga par million de degrés de liberté. Donc on va avoir un cas où on va être très rapide en CPU si on fait de direct, et par contre pour l'itératif, on va être très lent. On comprend pourquoi. Donc la paréisation des calculs et le choix des deux solveurs principaux en mécanique statique auront un impact non négligeable sur notre calcul. Mais est-ce que du coup, on a d'autres réglages ou d'autres choses sur lesquelles on pourrait jouer? Donc, on va maintenant parler un petit peu de Linker et Out of Core. Tout à l'heure, François disait effectivement qu'on pourrait jouer, pourquoi pas, et essayer de voir ce qui se passe quand on change la fréquence. Et ça, c'est ce qu'on a fait. On a du coup donc travaillé sur un modèle de choc de montre 4FEM. Sur ce modèle, du coup, on avait plus de 10 millions de degrés de liberté, avec du coup une RAM de DDR5 4800 MHz. Si vous voulez la configuration, elle est donnée en bas à gauche. On a du coup changé le nombre de RAM qu'il y avait par canot, donc 4 sur 8 et 8 sur 8, et on les a remplis du coup différemment. Et on a aussi donc fait varier la fréquence. Et dans ce cas-là, on n'a pas eu de variation notable sur les temps de calcul. Et du coup, la conclusion sur ce modèle-là, c'est que la RAM n'est sollicitée que pour le stockage et quelques accès séquentiels. Pour ce cas-là, ce n'est pas un goulot d'étranglement, mais ce sera du coup l'objet d'un autre épisode sur jouer sur la fréquence de la RAM. On verra du coup qu'on peut faire d'autres choses. Et en fait, on n'est pas, à ce moment-là, on n'a pas eu de goulot d'étranglement sur ce modèle-là, parce qu'on n'est pas en fait sorti de la RAM. On n'a pas eu en fait un calcul qui était trop grand et trop volumineux pour être traité uniquement par la RAM physique. Donc, l'exemple précédent donc, illustrait bien le fait que le calcul est dominé par la puissance de calcul CPU et la stratégie de distribution, c'est-à-dire SMP ou DMP. Et la RAM, elle devient limitante lorsque le calcul ne peut plus tenir dans la mémoire physique. C'est ce qu'on appelle le out of core. Quand je suis en out of core, c'est-à-dire que je vais aller au-delà de la taille de la memory available. Et du coup, je vais devoir me servir en fait de mon espace disque. Okay, cet espace disque en fait qui est disponible en plus, c'est on va dire la mémoire virtuelle, c'est ce qu'on appelle du coup le swap. Alors que si mon calcul il est gardé dans son entièreté dans la RAM, c'est ce qu'on appelle le in-core. Vous savez, c'est les valeurs que vous aviez dans le solve-out. Quand vous regardez un petit peu le solve-out, vous avez du coup memory allocated pour l'in-core ou pour l'out of core. Pour l'in-core, vu que je le garde uniquement dans ma RAM, il va être plus grand, alors que si je le prends dans ma RAM et aussi dans mon disque, je vais du coup avoir une taille sur la RAM plus petite. Okay. Donc, il y a des méthodes, effectivement, parce que maintenant on se dit, bah, c'est nécessaire en fait de rester sur l'in-core. Donc, il y a des méthodes qui me permettent en fait de forcer à ce qu'on reste sur l'in-core pour utiliser un peu moins de mémoire. Donc, par exemple, pour le DSP, donc pour le solver direct, ce que je peux faire pour le cas d'un DMP, c'est utiliser la commande APDL qu'on peut insérer directement en fait dans Static Structural avec l'outil commande. C'est aller dans DSP, c'est d'écrire du coup la commande DSP option, in-core. Et pour le cas du coup, channel memory parallèle, c'est BCS option, in-core. Pour l'itératif, c'est un peu différent, parce qu'on va jouer en fait sur la difficulté de la matrice Q, en fait, c'est-à-dire le préconditionnement qu'on avait pour avoir la matrice qui soit la plus diagonale possible et la plus sparse. Et du coup, on va activer aussi l'économie de mémoire, et ça se fait avec du coup l'option PCG opt virgule. Donc là, on choisit le numéro de difficulté. Là, c'était 3 dans ce cas-là, mais ça peut être 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est le plus élevé. Et yes, du coup, pour avoir une réduction de l'utilisation de mémoire. Et MSEV également, on peut activer du coup l'économie de mémoire. On a également, depuis 2025 un nouveau solver qui est en fait un compromis entre le solver direct et le solver itératif. Il converge plus souvent que le solver itératif,
et il demande un peu moins de RAM que le DSP, que le direct. Et on peut l'activer du coup donc avec la mémoire, avec la commande APDEL et QSLV pour choisir du coup le choix solver, et on va choisir du coup mixte avec une commande APDEL. Et donc en fait, on va résoudre le calcul non linéaire avec une première partie du calcul qui va être fait avec le solver direct, une petite autre partie qui va être faite avec le PCG pour obtenir du coup mon itération. Et ça, je le fais du coup à chaque itération. C'est le calcul qui est fait pour le mixte. Okay. Donc il est intéressant de le tester. Il a marché pour certains cas, donc n'hésitez pas à faire ce test-là si vous ne l'avez pas encore fait. On peut aussi donc lire des données un peu plus avancées. Quand on reste du coup dans Mechanical, il faut utiliser la commande du coup perf-on, donc moins perf-on, pour du coup lire et créer en fait d'autres fichiers. Pour tout ce qui est lié donc du coup à l'itératif, on va avoir du coup un fichier qui s'appelle PCS, et pour le direct, on va avoir .dsp. Et dans ces fichiers-là, on va retrouver en fait différentes informations, que ce soit du coup les ratios donc, du coup que je vous montrais auparavant, que ce soit du coup le non-zero in factor, ou bien sinon allocated memory. Et on peut du coup trouver les différentes informations et la taille qui est traitée donc du coup pour les différents cœurs. Pareil du coup pour itératif. Ça, ce sont des informations qu'on peut trouver. Et ces valeurs-là, vous les retrouvez, donc du coup, vous avez une liste, et c'est une valeur, un screenshot, là, c'est une itération. Donc vous avez pour toutes les itérations pour voir ce qui se passe. On va maintenant un peu voir les recommandations un peu globales et les conclusions sur tout ça. Donc, le shared memory parallèle, on va avoir du coup donc un process et 4 cœurs sur un seul process. Donc, on va avoir une matrice qui est sparse, très sparse, avec un seul domaine, et on va peu consommer en RAM. L'hybride, du coup, qui est le compromis entre le shared memory parallèle et le DMP. On va avoir, du coup, 2 cœurs sur un seul process, avec 2 process, donc 2 domaines, et on va être un peu moins sparse que le SMP et le DMP. Un cœur par process, un cœur, du coup, donc par domaine, et donc on va avoir quelque chose d'un peu moins sparse, et on va consommer un peu plus de RAM. Alors, les recommandations, encore une fois, là, c'est quelque chose que j'ai observé, qu'on a observé chez 4FM et aussi avec nos différents clients. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc, on va avoir du coup degrés de liberté. Donc, si vous avez des degrés de liberté qui sont inférieurs à 5 millions, essayez de travailler avec le SMP. Si vous avez assez de RAM, passez du coup donc sur la méthode directe ou sinon passez en itératif. La même chose si vous avez donc du coup des valeurs inférieures à 20 millions. Est-ce que votre load balance ratio, est-ce que vous avez un bon découpage en différents domaines? Si oui, je peux passer du coup en DMP parce que je suis inférieur à 1,5. Et après, donc, soit je choisis le direct ou l'itératif en fonction de si je veux la performance optimale, donc essayer d'aller un peu plus vite, ou l'itératif si je veux faire l'économie de mémoire. Si c'est non, j'essaie de passer en SMP, des fois en hybride, si j'ai assez de RAM, la même chose. Et si du coup je suis dans un très gros modèle, passer du coup sur un DMP, avec du coup la question, donc on est un peu plus tolérant, on met du coup donc un load balance ratio d'environ 1,8. Donc si on est en dessous d'un 1,8, on passe en direct, sinon en itératif. Okay. Et donc là, on retrouve la configuration qu'on vous a montrée auparavant, en fonction du choix de cœur, et en fonction du coup de si vous avez le load balance ratio. Donc ça, si vous avez un nombre de cœurs assez faible, essayez le SMP. Si vous avez élevé, passez en DMP. Okay. Pour le quotidien, alors ça du coup, ce sont les pro tips et les choses qu'on a observées au support, qui sont bien de rappeler à tout le monde. Typiquement, vous êtes beaucoup à être passé de Windows 10 à Windows 11. Le problème, c'est que dans ce passage-là, Windows ne vous l'a pas informé, mais dans certains cas, votre plan énergétique est passé en balanced, sans vous le demander, sans quoi que ce soit. On a observé que si vous laissez par défaut en balance, vous allez avoir des temps qui sont beaucoup plus longs que ce que vous obteniez avant. Donc faites attention à ça. Système Power Mode, choisissez Best Performance. D'autres pro tips quand vous faites votre calcul. N'hésitez pas aussi à désactiver tout ce qui ne sert pas. Teams, Outlook, vos outils de CAO, vos outils de géométrie ou autres, Discovery. Vous pouvez aussi utiliser un gestionnaire pour prioriser l'utilisation du CPU. Par exemple, donc Process Lasso, qui va vous dire, bah voilà, je veux que ce service-là, cet exécutable-là, il soit prioritaire en utilisation de CPU. Et ça peut des fois aider pas mal. Donc, ça peut donner des petits gains intéressants. Et si le passage en out of core, il n'est pas problématique, c'est-à-dire que vous voulez résoudre votre problème,
et que vous n'avez pas forcément assez de RAM, que vous êtes conscient que vous allez être en out of core, vous pouvez augmenter la taille de swap, c'est-à-dire la taille en fait du fichier, enfin la taille de 10 en fait que vous allez avoir qui va être utilisée quand vous faites du out of core, ce qu'on avait vu un petit peu auparavant. Vous pouvez du coup le faire en changeant du coup les valeurs ici. Donc là, j'ai mis le petit process. Faites-le bien en ayant vos droits admin pour le faire. Toujours aussi, dans les cas de sauvegarde de vos fichiers, même aussi pour des temps qui sont plus acceptables, évitez toujours de travailler sur OneDrive. Et si vous avez des solvers ou autres qui sont sur OneDrive et vous essayez en fait de le passer ailleurs, vous pouvez du coup le faire en passant du coup sur le Scratch Solver File Directory, changer du coup la localisation là où est stocké vos différents fichiers résultats. Pour l'hyperthreading. Alors, très important, quand une machine travaille aujourd'hui, que ce soit une machine de type Intel ou de type AMD en termes de processeur, elle a des cœurs physiques qu'on appelle des cores en anglais sur le processeur. Donc aujourd'hui, vous disposez sur un ordinateur 4, 6, 8, 12 jusqu'à plus de 100 cœurs qui sont souvent hyper-threadés, c'est-à-dire que dans le BIOS, vous avez la possibilité, et c'est le cas par défaut, de dire qu'un cœur physique donne 2 threads de traitement logique. Ça permet de paralléliser sur un élément de calcul bien 2 éléments de calcul, en fait, qui sont logiques. Alors évidemment, ce n'est pas parce que vous avez un moteur qui turbine que si vous le virtualisez en 2 moteurs de traitement, vous avez 2 fois plus de puissance. Ça ne change pas la puissance globale de votre machine, simplement, vous avez sur un élément physique la capacité à effectuer 2 tâches parallèles. Le point, c'est que quand vous faites de la simulation, quelle qu'elle soit, seuls les cœurs physiques sont correctement utilisés et ont un sens. Et donc l'hyperthreading génère ce qu'on appelle de l'overhead, c'est-à-dire de la gestion par le processeur de sa parallélisation en dupliquant les éléments physiques en 2 éléments de traitement logique. Et ça, donc, ça prend de la ressource, c'est le premier point. Donc le fait de le désactiver va donner l'ensemble de la ressource du processeur disponible pour les calculs et pas pour effectuer des tâches du coup d'hyperthreading. Et puis le deuxième point, c'est que sur certains cas de logiciels, et c'est le cas en mechanical, il peut y avoir l'hyperthreading va permettre d'avoir la pleine puissance pour faire les calculs sans perturber le fonctionnement du logiciel sous-jacent. Et donc dans Mechanical, c'est extrêmement important de désactiver bien l'hyperthreading. Ça se fait au niveau du BIOS de votre ordinateur, très simplement. Donc quand vous démarrez, vous avez la possibilité d'entrer dans la couche basse avant le lancement du logiciel, et à l'intérieur de ça, vous avez les fonctions hyperthread qui sont activables ou désactivables. Par défaut, elles sont activées. Quand vous voulez d'entrer sur le BIOS, donc soit vous faites la petite méthode là, soit vous spammez F11. Et donc, vous avez votre meilleure configuration possible avec du in-core, ou bien sinon, vous avez mis un swap parce que vous devez rester en out of core avec vos différents types de distribution et de solver, donc adapté à votre modèle. Il y a un moment donné où en fait, vous ne pourrez pas faire plus que ça. Vous ne pouvez pas mettre du coup un moteur d'avion sur une Twingo. Il y a un moment donné où il va y avoir des problèmes. Donc, le but du jeu, c'est aussi de se dire, il faut essayer de faire une architecture, un PC qui soit du coup, qui réponde à nos besoins, à vos besoins. Mais la première étape qui serait intéressante déjà, c'est de se dire, je peux investir sur une RAM, c'est quand même le composant qui n'est pas forcément le plus cher. C'est pas le plus onéreux, il faut juste bien la choisir en fonction des caractéristiques dont on a parlé préalablement et du fait que vous ne pouvez pas avoir de manière stable dans une même machine des types de RAM différents. Donc faites attention à avoir quelque chose d'homogène et qui respecte les canaux en place. Mais attention, parce que les performances du PC, elles vont avoir un impact sur le temps d'exécution du calcul, mais pas sur l'itération. C'est-à-dire que, setup de calcul figé sur 2 PC différents, on aura le même nombre d'itérations. Faire attention à ça. Donc, pour aller plus loin, parce qu'en fait, ce webinaire-là, vous êtes en fait à l'étape plus de RAM. Sauf qu'en fait, plus de RAM, ça repose, on l'a vu, sur différentes choses. Typiquement, le balance ratio, on a vu, c'est qu'il faut bien définir ces domaines et il faut bien faire en sorte que tout se passe bien. Mais si on va encore plus loin, en fait, il faut vraiment se demander, est-ce que la CAO est adaptée à ce que je recherche? Est-ce que le maillage, il n'est pas trop fin? Est-ce que les conditions limites, les contacts, les remote points, est-ce qu'ils ne peuvent pas être simplifiés? Parce que si j'ai, par exemple, là, c'est la matrice de Raider avec un remote point déformable, je pourrais très bien le passer donc, avec un support fixe pour justement avoir moins de degrés de liberté. Il faut se poser, du coup, ces questions-là.
Et est-ce que après mon solver il est bien adapté? Est-ce que j'ai bien pris le bon solver? Est-ce que la distribution elle est bien prise? Et après, on peut se poser effectivement la question de plus de RAM. Parce que si vous dites déjà plus de RAM, en général, 75% du temps, c'est pas la RAM qui a un problème. C'est toujours la configuration en fait de notre modèle. Et ensuite, après, si vous voulez aller plus loin, pour avoir plus de cœurs, plus que 4, passez sur un HPC. Et puis après, si vous voulez passer sur autre chose, parce que vous allez voir que vous allez avoir des limitations de votre ordinateur, les cœurs, etc., enfin les processeurs qui vont plus être compatibles, parce que on ne va plus avoir la carte mère qui sera compatible avec tout ce genre de choses-là, avec les RAM et autres. Du coup, investir sur un nouveau PC. Donc ça, c'est si vous voulez faire du coup un HPC, donc du coup, si vous achetez du coup un pack HPC, vous allez avoir du coup 12 cœurs de calcul, etc. Vous en achetez 236. Et si vous voulez du coup, on peut vous aider aussi à mettre en place vos différents calculs ou autres par rapport à des formations, donc ça peut vous aider. Et aussi, donc pour tous ceux qui sont au support, si vous voulez qu'on vous aide pour tout ce qui est RAM, envoyez-nous bien donc déjà les indispensables, c'est-à-dire le solve.out, les fichiers donc du coup que ce soit DSP ou PCS, et les informations système. Comme ça, on pourra vous aider au mieux. Et puis c'est tout.